La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance. Ensemble, avec l'historien Georges Bensoussan, tout au long de cette année 2020, nous abordons l'histoire de cette institution qui a été créée en 1860. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour Ariel. Vous avez publié il y a quelques mois l'Alliance israélite universelle, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident chez Albin Michel. Et nous allons continuer aujourd'hui les émissions qui sont consacrées finalement aux personnes les plus importantes de l'histoire de l'Alliance. Il s'agit évidemment des institutrices et des instituteurs qui ont exercé à travers les Balkans, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Et ensemble, nous allons aborder aujourd'hui une question particulièrement importante qui est simplement d'essayer de comprendre d'où venaient ces instituteurs. Alors, nous avons parlé de leurs origines sociales la semaine dernière, et aujourd'hui, nous allons aborder leur origine géographique, Georges Bensoussan. Oui, tout à fait. L'historien qui s'est intéressé en premier à l'origine géographique des maîtres de l'Alliance, c'est Aaron Rodrigue, historien lui-même d'origine séfarade, d'origine turque, je crois. Et il avait étudié l'origine des étudiants à l'ENIO, c'est-à-dire l'école normale israélite orientale qui formait les futurs instituteurs de l'Alliance entre 1869 et 1925, et 40% venaient de l'Empire ottoman, 17% de Bulgarie et de Grèce, et 10% d'Israël, d'Eretz Israël. C'est-à-dire au total 67%. Ce qui est frappant dans les chiffres révélés par Rodrigue, c'est la très faible part du Maroc, 10% seulement, alors que c'est la plus grande communauté juive du monde arabe, et c'est aussi le plus grand réseau scolaire de l'Alliance, le Maroc. Et la Tunisie et l'Irak, comme d'autres pays arabes d'ailleurs, occupent une place tout à fait dérisoire. Donc l'idée forte qui se dégage de cette question de l'origine géographique, c'est la centralité de l'Empire ottoman et des Balkans. Alors pourquoi? Probablement parce que le niveau d'éducation y est plus élevé que dans les pays arabes, et peut-être aussi parce qu'en ce qui concerne les Balkans séfarades, l'ère de culture judéo-espagnole était peut-être plus proche, plus apte à accueillir la culture française. Alors en même temps, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'étude d'Aaron Rodrigue, qui est déjà ancienne, a été complétée par vous-même, d'ailleurs Ariel, dans un article assez récent d'archives juives. Vous avez étudié les archives de Moscou. Je rappelle que les archives de Moscou, ce sont des archives de l'Alliance qui ont été saisies par l'Allemagne, puis saisies par l'Armée rouge victorieuse, et qui ont été rendues à l'Alliance seulement en l'an 2000. C'était 458 dossiers, 30 000 feuillets, sur toute la période de 1860 à 1940. Et d'après votre étude, je me base là ici sur vos travaux, je vous cite, vous confirmez ce que dit Aaron Rodrigue d'ailleurs, prééminence de l'Empire ottoman, sur 340 enseignants et étudiés, 84 venaient d'Andrinople et de Constantinople, plus d'un tiers venait de la zone turque, 120 exactement. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans votre étude, ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez le rythme de rotation de ces enseignants qui est très rapide. Près d'un tiers des 340 ont démissionné dans leur carrière, n'ont pas fait une carrière complète. Et l'âge moyen d'ailleurs de la fin de carrière est très 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 bas, puisque c'est 31 ans pour les hommes et les femmes, alors que je rappelle qu'ils entrent dans la carrière vers 19 ans à peu près. Ce qui correspond d'ailleurs à l'engagement décennal. Ils ont un engagement qui les tient vis-à-vis de l'Alliance, puisqu'il leur a payé leurs études à l'ENIO, bien sûr, les 4 années. Et d'ailleurs, leur durée de carrière est d'autant plus courte qu'ils sont mieux formés. Plus ils sont formés, plus ils trouvent du travail ailleurs, et donc ils quittent l'Alliance vers l'âge de 30 ans, moins ils sont formés, et plus ils restent et ils font une carrière complète. Alors, ce qui est encore intéressant à ajouter, c'est, enfin, du moins, c'est la question, pourquoi des carrières si courtes pour un grand nombre d'entre eux, précisément, et pour ceux d'ailleurs en particulier pour lesquels l'Alliance n'était qu'une étape dans leur vie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de tous, c'est parce que les conditions de travail sont très difficiles. L'accueil, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, l'éloignement des siens, ils ne sont jamais nommés dans leur pays de naissance, les salaires sont plus bas que leurs homologues en France, par exemple, et on estime donc au total, sur une période beaucoup plus longue, entre 1869 et 1925, que pratiquement un tiers des hommes donnent leur démission dans les 10 ans qui suivent leur nomination. C'est moins vrai pour les femmes, 15% des femmes, qu'entre autres, parce que pour les femmes, c'est quand même une occasion rêvée d'avoir une vie beaucoup plus indépendante et autonome à cette époque-là, c'est-à-dire avant la guerre de 1914.
Voilà pour l'essentiel, en tous les cas, ce qu'on peut dire de leur origine géographique. Est-ce que cela voudrait donc dire que finalement l'Alliance a servi de tremplin à beaucoup d'instituteurs pour qui ça a été un premier pas vers une vie professionnelle plus épanouie? Alors il y a eu ceux qui ont eu une évolution, qui sont devenus directeurs et qui donc ont consacré toute leur carrière à l'Alliance. On a comme ça quelques très beaux portraits, nous y reviendrons dans d'autres émissions, d'instituteurs qui sont restés tout au long de leur vie à l'Alliance, mais pour beaucoup finalement, cela a été l'occasion de faire des études gratuites, ce qui était évidemment extrêmement important, Oui. d'enseigner à l'Alliance 10 ans, puis d'aller dans des carrières. Alors, quelles ont été leurs carrières ensuite? On ne le sait pas vraiment, mais on peut supposer des employés intermédiaires finalement. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez dit le mot, c'est un tremplin social pour un certain nombre d'entre eux, pour les mieux formés, pour les plus dynamiques aussi, pour les plus entreprenants, qui quittent la sécurité de l'Alliance au bout de 10 ans. Ils ont respecté l'engagement décennal. Certains, d'ailleurs, passent dans l'enseignement public, tout simplement. Ils vont être employés en France. Et puis, pour beaucoup d'autres, on ne sait pas. Effectivement, c'est la grande lacune de toutes ces carrières, c'est qu'une fois qu'ils ont quitté l'Alliance, qu'ils ont donné leur démission, on ne sait pas ce qu'ils deviennent et ils sont des gens très jeunes et certains d'entre eux d'ailleurs sont des personnages, vous l'avez dit, très attachants. Mais une chose est sûre, c'est que plus leur niveau de formation est élevé, plus ils ont des chances de ne pas faire une carrière complète à l'Alliance. Et ceux qui font une carrière complète sont souvent des gens qui sont promus au sein de l'Alliance et qui deviennent directeurs d'école. Ils font évidemment 30 ans, 40 ans parfois de carrière au service de l'Alliance. Alors après, la grande question qui se pose, au-delà de l'origine sociale qu'on a vue et l'origine géographique, c'est savoir ce que l'Alliance leur demande en matière de judaïsme à enseigner. C'est une très vaste question et ça signifie pas seulement l'hébreu, mais quel judaïsme doivent-ils enseigner bien au-delà de l'hébreu? Est-ce que justement ce n'est pas l'une des questions fondamentales à l'époque pour les instituteurs, pour également le siège de l'Alliance à Paris? Parce que finalement, pour tout ce qui concerne l'enseignement du français, principalement des matières générales, il suffit, entre guillemets, de suivre les directives du ministère de l'Instruction publique. Et donc, le moment où l'Alliance doit inventer, si je puis dire, de nouveaux programmes d'enseignement, c'est pour tout ce qui concerne le judaïsme et pas le reste. Et ça nous ramène d'ailleurs, c'est intéressant, à des problématiques extrêmement actuelles pour les écoles de l'Alliance et les écoles juives de manière générale jusqu'à aujourd'hui. Finalement, la plus-value et la partie un peu plus idéologique, c'est finalement pour tout ce qui concerne le judaïsme et l'Alliance, en tout cas le siège à Paris, a une vision bien arrêtée de la question. Tout à fait. Ça, vous l'avez dit, c'est une question idéologique. Quel judaïsme enseigner, c'est-à-dire quelle vision du judaïsme, et autrement dit, quelle est la vision idéologique que les directives de l'Alliance à Paris, c'est-à-dire le comité central, en fait, autrement dit, à partir des années 1880, des notables, hein, qui représentent souvent la bourgeoisie israélite, quelles directives ces gens-là vont leur donner qui reflètent leur vision, leur propre vision de l'israélitisme à la française. Ce qui est intéressant à noter d'ailleurs, c'est que la part du temps d'enseignement consacré à ce qu'on appelle les matières juives va diminuer au fur et à mesure des années de l'Alliance. C'était 15%, vers 15% du temps d'enseignement hebdomadaire vers 1900 et dans les années 1930, ça va passer à 10%. Alors, la raison, c'est une raison technique essentiellement, c'est parce qu'à partir de 1902, la France a institué le nouveau brevet et par conséquent, il faudra donc renforcer les matières à examen, en particulier au sein de la formation à l'ENIO, pour donner toute leur chance aux élèves de l'Alliance, d'où le recul des matières juives, comme on disait. L'hébreu en est une parmi d'autres. Et ce recul des matières juives, dont l'hébreu, ça va d'ailleurs entraîner des frictions avec les milieux religieux et des frictions avec les milieux sionistes. Alors, quelle matière enseigner en dehors de l'hébreu en ce qui concerne les matières juives? Qu'est-ce qu'on appelle matière juive? C'est d'abord l'histoire juive, tout simplement. Le gros de l'enseignement de l'histoire juive, c'est l'histoire juive biblique. C'est essentiellement cela qui est enseigné, en dehors de l'histoire générale, bien sûr. Et la grande nouveauté de l'Alliance, ça va être l'introduction en 1892 d'un cours d'histoire juive post-biblique, uniquement pour les écoles de garçons et uniquement pour les grandes classes des écoles de garçons. Et ça va s'inspirer, c'est en cela que c'est une innovation extraordinaire sur le plan pédagogique, des travaux de l'historiographie juive la plus contemporaine de l'époque, c'est-à-dire des historiens allemands Heinrich Gratz, Salomon Munk, d'origine française mais d'origine allemande, et du français Théodore Reinach pour l'essentiel. Et cet enseignement est important, pourquoi? Parce que introduire un cours d'histoire juive post-biblique, c'est d'une certaine façon estimer ou assurer, ou en tous les cas affirmer de façon sibylline, ou en tous les cas subliminale, que les Juifs sont un peuple et une nation, alors que jusque-là,
le credo de l'Alliance, c'est que les Juifs ne sont ni un peuple, ni une nation, mais une religion seule. Et là, il y a une contradiction. Un cours d'histoire juive biblique, on le comprend, c'est cohérent. Un cours d'histoire juive post-biblique, c'est l'affirmation qu'il existe une nation juive en dehors même de la foi. Ça, c'est le premier point. Il y a d'autres points, évidemment, qu'on abordera sans doute un peu plus tard. C'est quel judaïsme enseigner et quelle est la conception du judaïsme prôné par Paris, bien sûr. Exactement, Georges Bensoussan, et c'est ce que nous aborderons la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Merci beaucoup. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.